Les amis, juste un message pour vous dire que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast. Si ça vous intéresse d'avoir juste la version audio pour écouter dans les transports, que sais-je, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcast, bientôt je pense sur Google Podcast, le temps que ça se mette à jour, et ouais, globalement sur quasiment toutes les plateformes. N'hésitez pas à aller checker ça. Et tout de suite, on lance notre FAQ, la FAQ des 5 ans, 1h30. C'est parti. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On fait quelque chose de très différent aujourd'hui, c'est la FAQ des 5 ans, la foire aux questions des 5 ans, parce que ça fait 5 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était début septembre 2017, on est aujourd'hui mi-septembre 2022. Et voilà, je trouvais qu'au-delà du nombre d'abonnés, etc., c'était plutôt un bon marqueur. Quelque chose qui peut-être valait la peine qu'on discute un petit peu autour de tous les sujets sauf le foot. J'ai pris peut-être quelques questions football, mais quasiment pas. Le but, c'est plutôt de parler du reste, ma vie perso, les projets autour de la chaîne, comment est-ce que je vois la suite, quelles leçons est-ce que je tire de mon petit bout de route pour l'instant. Et ouais, voilà, j'espère que ça rendra un truc intéressant à écouter. Mais surtout, moi, je crois que je suis assez excité à l'idée de le faire là. Je me suis mis toutes les questions, plein de trucs différents. Donc bon, on va arrêter de parler pour rien dire là. Et y aller. La première question, c'est Cassé Picu qui me demande comment vas-tu, Willow. Ça va super. En ce moment, je dirais plutôt la belle vie, même si un peu trop mono-activité. C'est-à-dire que je fais essentiellement la chaîne, alors que d'habitude, c'est un truc que j'aime bien dans ma vie, c'est qu'elle est assez variée. J'ai 4 ou 5 piliers de mon bonheur que j'essaye de renforcer en permanence. C'est un peu comme ça que je conçois mon existence à moi. Et un pilier, c'est le taf, en gros la chaîne. L'autre pilier, c'est l'amour, donc ma copine, mes potes, ma famille, la relation aux gens, quoi. Un autre pilier, c'est ma santé. Et ça, c'est beaucoup bien manger, aller à la salle, bien dormir. En gros, faire en sorte que mon enveloppe corporelle soit à son max et toujours en progression. Un autre pilier, c'est mon développement intellectuel. Donc, lire beaucoup, regarder des choses, apprendre des choses, juste être en croissance intellectuelle, c'est, je pense, important pour mener une vie heureuse et c'est même kiffant sur le moment. C'est un peu comme le sport, c'est important pour mener une vie heureuse, pour construire une trajectoire, se retrouver en bonne forme dans 10, 20, 30, 40 ans. Et donc il y a une partie objectif. Mais même sur le moment, c'est kiffant. Sur le moment, c'est kiffant de faire du sport. Sur le moment, c'est kiffant d'apprendre des choses, de se challenger un peu intellectuellement. Et bon, du coup, tout ça pour dire, on est parti totalement en vrille sur la première question. Et tout ça pour dire que comment vas-tu? Bien, mais à l'approche de la Coupe du Monde, avec tout le taf que j'ai à faire, le fait d'avoir relancé l'activité à fond aussi après une petite période de doute sur la fin de saison dernière, j'ai en gros que les 2 premiers piliers qui sont remplis, le taf et mes relations, surtout avec ma copine, on passe beaucoup de temps en ce moment à Amsterdam. Le sport, je me suis tordu le doigt il y a 3 semaines, donc impossible de tenir un haltère ou une barre, donc ça limite un petit peu l'activité physique. Je vais un peu à la salle, mais je suis moins motivé pour y aller, du coup je fais juste de la course, des abdos, trucs comme ça. Donc ouais, un peu plus difficile là, du coup je mange un peu moins bien, ça va, mais un peu moins bien. Et la lecture, le développement intellectuel, pour le coup, c'est un truc sur lequel je suis en train de mettre de côté pour les 2 prochains mois, parce que j'ai vraiment envie de boucler la phase, la période qui nous sépare de la Coupe du Monde, faire la Coupe du Monde à fond, et après repartir sur des bases plus équilibrées à partir de 2023. Donc je dirais, ouais, grosso modo, ça va bien, franchement, je suis heureux, je dirais 8 sur 10 de bonheur, en prévoyant que dans 2 mois, je serai à 10 sur 10. Bon, souhaitez-le moi, on peut que l'espérer. Prochaine question de l'homme qui n'a pas d'énergie, qui me demande quel est le projet que tu as le plus aimé faire. Le projet pro que j'ai le plus aimé faire, je pense que c'est Eurotour. C'était vraiment un kiff déjà de rentrer dans le détail sur les sélections nationales. En fait, alors, je vais dire, suivre le monde du foot, c'est hyper kiffant. Et quand tu le fais professionnellement, c'est encore plus kiffant quand tu peux regarder des choses que la plupart des gens n'ont pas vues.
quelque chose qui peut t'appartenir un peu, tu vois, l'herbe un peu plus verte qui n'a pas encore été broutée. Et avec Eurotour, bah forcément, quand tu essayes d'analyser un peu plus en profondeur la Slovaquie, euh, whatever, bah c'est un petit peu plus stimulant, satisfaisant, et c'est ce que je retrouve aujourd'hui encore plus maintenant, parce que j'ai vraiment poussé le truc analyse tactique sur les épisodes de Mondial. Le Canada, le Cameroun, le Qatar, bon, c'était des champs de jeu qui étaient totalement neufs, tout frais, donc ça c'était très kiffant à faire, mais c'était un peu la parenthèse, le truc que j'ai le plus aimé faire dans ces épisodes, c'était l'introduction, le fait de se renseigner sur le pays, trouver ce petit poème en intro, puis trouver les images qui matchent, la musique, faire une petite intro qui est kiffante, accrocheuse. Et c'était une période en plus où j'étais assez équilibré. Typiquement, j'ai souvenir de plein de moments où je fais ces épisodes de retour, je les finis parce que je les publiais le samedi à 10h, et je les finis le samedi à 8h en ayant, ok, t'as fait dans la nuit, mais c'est pas grave, j'allais faire une sieste ensuite, c'est le week-end, donc j'ai du temps pour me reposer. Et je publie le truc ou je le pré-publie, et dans la foulée, on part au ciné avec ma copine pour la séance du samedi matin. La matinale, je trouve que c'est de loin le meilleur moment pour aller au ciné, surtout en début de week-end, le samedi matin comme ça. C'était quand on vivait dans le 15e. Et à Paris, et ça c'était vraiment ouais, j'ai vraiment des super souvenirs de cette période. Quand je pense à moi en train de taffer, les images mentales que j'ai, c'est, je pense, Eurotour et le premier mois de l'analyse, quand j'ai fait un mois d'analyse quotidienne pour vraiment lancer la chaîne en mode foot. Ouais, j'ai un super souvenir de cette période-là aussi. Donc peut-être les 2 projets que j'ai le plus aimé faire. Mais bon, sur la chaîne, il y a beaucoup de choses que j'ai kiffé faire, et c'est peut-être les 2 images mentales que j'ai le plus. Merci pour la question qui était vraiment cool. Aguier Igno qui me demande: ça fait quoi quand tu revois les vidéos FIFA de tes débuts? Bonne question, parce que émotion contrastée. Je dirais honnêtement que je les regarde pas souvent, mais ça m'est quand même arrivé de retomber dessus sur, on va dire, la dernière année, les dernières années. Euh, la première sensation, c'est la honte, parce que évidemment, c'est une personne qui me semble tellement différente, l'expression est différente, tout est différent. Et il y a quelqu'un qui a dit ça, je me souviens plus qui, mais il disait: si tu te regardes toi dans le passé, si tu regardes quelque chose que tu as fait il y a en l'occurrence 5 ans, et que ça te fait pas cringe, que ça te fait pas honte, bah ça veut dire aussi que t'as pas évolué par rapport à cette période. Et du coup, j'ai à la fois cette petite honte, mais je sais que c'est quand même positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je fais des choses que moi je juge meilleures et qui sont objectivement meilleures. Et je dirais ça, c'est la première sensation. Et la deuxième sensation, c'est un peu de fierté quand même. C'est la fierté de... Même si c'était... Parce que c'était pas nul, les vidéos FIFA, elles étaient... Je pense il y avait des choses à en retirer. Mais sur plein de choses, c'était encore assez... je sais pas comment dire. C'est même pas pauvre objectivement. C'est juste que... Bah, moi, je me reconnais plus trop dedans. C'est surtout la manière de s'exprimer, le fait d'être inconfortable devant la caméra, ouais, ce genre de choses. Et du coup, un peu fier que ce mini-moi ait osé le faire. Parce que les premières vidéos, c'était vraiment pas facile. Et en vrai, c'est resté pas facile pendant super longtemps. Je pense même 700 vidéos plus tard, là, 5 ans plus tard, il y a plein de moments où c'est pas forcément facile d'allumer la caméra et de parler comme ça. Il y a plein de moments où c'est kiffant. Genre là, c'est assez kiffant. Mais ouais, c'était un petit saut dans l'inconnu, et surtout un saut en dehors de sa zone de confort, d'allumer la caméra pour la première fois. Et c'est un truc que j'ai souvent dit, c'est vraiment la toute première vidéo, le moment d'appuyer sur le bouton record, quoi. J'ai vraiment hésité, et j'étais pris par ma peur, en gros. Et je me suis dit, la peur, ça doit pas être un sentiment qui domine ta vie. Si tu te dis plus tard: ah, je l'ai pas fait, pourquoi tu l'as pas fait? Bon, il peut y avoir des bonnes raisons, parce que il y avait un coup d'opportunité, j'ai préféré faire autre chose, parce que stratégiquement c'était pas la chose à faire, parce que j'avais d'autres sollicitations, d'autres responsabilités. Il y a plein de bonnes raisons de pas faire quelque chose, mais parce que j'avais peur, ça c'est pas une bonne raison. En vrai, il y a des gens qui te diraient c'est souvent une bonne raison de le faire, parce que si tu as peur de faire quelque chose, il y a des chances que ce soit un bon indicateur que c'est quelque chose qui va t'apporter, parce que souvent on a peur des choses qui nous récompensent plutôt. Pas une vérité générale, bien sûr, parce que il faut pas
se jeter d'un building, ça fait peur de jeter d'un building. Bon, bref, débile, mais voilà en gros ce que ça me fait de revoir les vidéos FIFA depuis mes débuts. Guy Raisin qui me demande, et il est sur une pelouse là, j'arrive pas à voir, un peu trop loin, qui me demande: as-tu déjà pris la grosse tête à un moment donné suite à tes nombreuses vidéos à succès? Hyper bonne question. Je pense pas. Mais ce que je vais dire, c'est que le fait d'avoir mené à bien un projet et de l'avoir fait réussir, et que ce soit un projet qui apporte autant de récompenses, qui, on va dire, me mettent autant en valeur, où c'est à ce point-là visible que oui, tu as réussi ce que tu fais. Quand tu as une chaîne YouTube depuis 5 ans, quasiment 500 000 abonnés, j'ai l'impression qu'il y a souvent des personnes qui parlent de moi, qui sont dans mon écosystème, et je vais dire que ça donne confiance. Donc, je ne sais pas si c'est la grosse tête, mais j'ai plus confiance en moi maintenant qu'il y a 5 ans. Alors du coup, est-ce que ça veut dire avoir la grosse tête ? Moi, je dirais non, parce que je pense avoir la grosse tête, c'est ce qui est sous-entendu un peu dans cette expression, c'est que tu as une estime de toi-même qui est tellement forte qu'elle te fait perdre un peu le sens et la mesure de la réalité, dans le sens où tu as un biais qui te fait voir les choses de manière différente, et tu perds en qualité de perception sur la réalité. Donc tu vas avoir tendance à survaloriser tes propres opinions, par exemple, tout en diminuant le niveau de travail qui te conduit à avoir ces opinions-là. Tu penses que tout ce que tu penses, en gros, oui, c'est assez proche de la vérité, après tout, tu as souvent raison. Et du coup, par rapport à ça, je dirais non, parce que je pense qu'en réalité, j'ai jamais plus challengé mes opinions que maintenant. J'essaie de faire plus de travail de rigueur, de recherche, etc. Notamment sur les sujets foot. Peut-être si on parle de ça, c'est plus facile. Donc, je dirais pas ça, mais quand même, je dirais ouais, c'était une bonne question, parce que je pense vraiment que faire quelque chose qui réussit, et après la réussite on peut se l'auto-définir, mais c'est mieux quand elle est objectivement vérifiable, comme là par exemple, la chaîne, je pense que c'est une réussite objectivement vérifiable, et bah ouais, ça donne confiance en soi, et je le sens au quotidien. Ça impacte un petit peu toutes les sphères de ma vie, donc ouais, je suis plus à même de mener un autre projet, de faire un truc un peu qui sort de l'ordinaire, de accepter le silence dans certaines conversations, ouais, plus confiant en général. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question, Guy. Leandro Lopez qui me demande, deuxième question. Alors, j'ai pas vu la première, je crois pas que j'ai retenu la première, mais je te remercie pour celle-ci, qui dit: quelle place a tout ce travail dans ta semaine ? Combien d'heures ça te prend ? Je sais pas, pour être honnête. En fait, ok, je pense que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est que les heures de travail, elles se valent pas toutes, parce qu'elles n'ont pas toutes le même niveau d'intensité. Si tu regardes, pour moi, les heures de travail qui sont le plus intenses, c'est l'écriture. Les choses que j'écris, l'écriture, c'est impossible de faire autre chose en même temps, et tu dois concentrer 100% de ton cerveau à ça. Donc ça, c'est une heure de travail qui est très intense. Et si je te dis aujourd'hui, par exemple, que je fais peut-être à la louche, je sais pas, parce qu'en plus donner des chiffres comme ça, je trouve que c'est très... Il y a un truc dans le taf, moi je pense que c'est important de travailler dans la vie et de bien travailler, d'avoir une vraie conscience professionnelle, de parfois ne pas compter ses heures. Je suis plutôt quelqu'un qui croit en la valeur travail, je pense que ça permet d'atteindre beaucoup d'objectifs. Maintenant, je sais aussi qu'il y a une forme de surenchère aux chiffres, aux nombres, et en plus c'est totalement invérifiable. Je pourrais vous dire que je fais 110 heures par semaine. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un là est-ce qu'il y a une caméra qui est là qui peut... il y en a une là, mais elle n'est pas allumée toute la journée. En gros, est-ce que quelqu'un peut le vérifier ? Et du coup, c'est... Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Je dirais que théorisons qu'il y ait 50 heures de travail dans ma semaine. Elles n'ont pas toutes la même intensité. Heureusement qu'il n'y a pas 50 heures d'écriture. Sinon, ce serait impossible pour moi d'avoir le niveau d'énergie mentale pour faire 50 heures d'écriture. En vrai, je pense que si on devait vraiment comptabiliser et faire la moyenne, ensuite, allez, on comptabilise pendant un mois et on fait la moyenne sur les 4 semaines, je pense que c'est plus 70-80, mais il y a beaucoup d'heures qui sont de très très faible intensité. Quelque part, scroller Twitter, ça fait un peu partie de mon travail.
Regarder des matchs, ça fait partie de mon travail. Il y en a que je regarde de manière très intense pour faire une analyse, et ça, je dirais, ça fait partie des heures au plus haut niveau d'intensité. Il y en a, c'est beaucoup moins intense. Regarder un résumé en rentrant de soirée à 3h du mat sur mon canapé, pas totalement net dans ma tête, en vrai, ça fait un peu partie de mon travail. 3 jours plus tard, je vais parler de ce but d'Haaland que j'ai vu. Donc voilà, c'est juste pour dire, entre les heures très intenses, les heures très très faiblement intenses, je ne sais pas exactement comment les pondérer. Du coup, je dirais que je ne sais pas. Mais ça occupe une bonne partie de mon espace mental. Ça, c'est peut-être la meilleure manière de signifier l'importance que le taf a dans ma vie. Alors maintenant, on a Quark23 qui me demande pourquoi Willou, si c'est bien un pseudonyme, parce que sinon je m'en excuse d'avance. C'est bien un pseudonyme, c'est pas mon prénom. Mon prénom c'est William, j'aime bien qu'on m'appelle Will. Et Willou, bon, quand j'ai réfléchi à créer la chaîne, je voulais un truc qui soit assez incarné. Dans ma tête, j'ai toujours créé la chaîne pour que ça marche. Dès le début, j'ai pas pris de job à ce moment-là. Je finissais mes études, je pense on va en reparler dans d'autres questions. Mais pour moi, tout de suite, l'idée c'était j'ai envie que ça marche. Et du coup, j'essayais de mettre un peu toutes les chances de mon côté, d'optimiser un petit peu tous les paramètres pour me donner des chances que ça marche. Et dans mon idée, YouTube, c'est mieux quand c'est incarné. Pour moi, c'est le média, c'est écrit dans le nom, c'est YouTube. Donc, le fait que l'incarnation fonctionne bien, pour moi, il fallait un pseudo qui soit proche d'un prénom. Encore mieux si c'est proche de mon prénom. Et assez court, 5 lettres, c'est pas mal. Je me disais que le W, c'est une lettre qui est pas très courante, du coup tu la retiens un peu mieux. Et en fait, Willou, c'est parfois dans ma famille, on m'appelle comme ça. Ma tante m'appelle comme ça. Mais c'était plus Willou avec un U, quoi. Et je me disais que le double O, c'était pareil, c'était quelque chose qui resterait un petit peu plus en tête. C'est dur à expliquer, mais à l'époque, je me souviens, je me disais Deliveroo, tu vois, c'est un truc qui reste un peu en tête. C'est un peu fun comme mot, quoi. C'est la sonorité, le côté un peu anglophone aussi, parce que je suis de culture anglophone assez forte. Donc, ouais, c'est juste un petit peu comme ça, et j'avais hésité avec d'autres trucs, mais c'est juste un petit peu comme ça. Et je voulais pas mettre deux L aussi, parce que je trouvais que c'était plus simple, un peu plus impactant. Il y avait des chances de le trouver, et puis il y avait personne qui avait pris le pseudo aussi, donc ça joue pas mal. Mais ouais, voilà l'histoire de Willou, 5 ans plus tard. Erwan de Wait For It qui me dit ton succès vient, je pense, on va voir, de ta capacité à ne pas faire polémique dans tes avis, à rester mesuré, humble dans un sport où on est plus habitué à un style à la Pierre Ménès. Est-ce que parfois tu es tenté de mettre plus d'émotionnel et d'avis tranchés, ou est-ce ta nature profonde? Hyper intéressant, je suis pas forcément d'accord avec le parti pris dans un sport où on est plus habitué à un style à la Pierre Ménès, parce que moi d'où je viens footballistiquement et intellectuellement, les médias que je consommais avant de faire ma chaîne, etc., c'était pas forcément dans un style à la Pierre Ménès. Donc je suis pas certain que ce soit le truc majoritaire vraiment. Bah, ça dépend ce que tu consommes. En vrai, si on regarde les chiffres, sans doute que les plus grosses émissions de talk et genre les formats radio un peu plus clash, j'imagine c'est ça qui fait la majeure partie des chiffres. Donc en vrai, peut-être t'as raison. Mais pour ta vraie question, plutôt que digresser inutilement, je dirais oui, c'est ma nature profonde, ça c'est sûr. Maintenant, je suis tenté de mettre plus d'avis tranchés dans mes vidéos, et je pense que je le fais plus parce que avec le temps qui passe, j'essaye de rendre les vidéos un peu plus incarnées, divertissantes. Je trouve que c'est un peu facile d'être toujours nuancé. Je pense que la nuance, c'est important, c'est un bon point de départ. Après, c'est mon avis, je vais donner un peu ma philosophie. Je pense que la nuance, c'est un bon point de départ. Ça permet de regarder de partout et d'être assez humble par rapport à la question. Je croise pas mal de personnes qui sont assez amoureuses de leur avis et du coup, ça les fait totalement passer à côté de la question. En fait, ils passent pas beaucoup de temps à réfléchir à la question parce qu'ils sont déjà tout de suite dans leur réponse personnelle. Et là, je pense que tu vas dans la mauvaise direction. Donc, pas mal de partir de la nuance et pas mal de partir du point d'interrogation et de se dire tout le temps ouais, je sais pas. Et c'est vrai que sur beaucoup de questions, si je suis honnête, j'ai pas vraiment d'avis. Là, il y a beaucoup de questions que j'ai pas prises, par exemple, parce que je les lisais et ça m'inspirait pas trop. J'avais pas forcément un avis hyper fort dessus. Donc,
un bon point de départ. Maintenant, je pense que pour rendre le truc un peu plus fort, intéressant, et même se challenger un peu soi-même, pas tomber dans la paresse de oui, ça pourrait être ça, mais ça pourrait aussi être ça, d'être toujours un petit peu dans l'équilibrage. Je trouve que c'est pas mal d'être tranché. Et c'est un peu ce que j'ai fait avec l'émission que j'ai montée avec Stan, qu'on a montée ensemble, où on essaie de défendre, sur certains sujets en tout cas, chacun une position bien spécifique, inverse, et défendre surtout cet argumentaire-là. Bah, je trouve que ça rend le truc un peu plus divertissant et un peu plus... C'est pas forcément honnête, mais c'est un peu plus courageux. Et même pas forcément courageux dans quelle opinion tu défends, mais juste un peu le courage intellectuel de se dire « Ok, j'ai vu A et B, maintenant je choisis ». Ça veut pas dire que j'exclus totalement la position B, mais maintenant je dis ce qui me plaît le plus, ce qui me semble le plus correct, et je l'assume, entre guillemets. Voilà, je dirais peut-être c'est ça, c'est assumer un peu, parce que assumer et avoir le courage et la déterre un peu de se dire ok, je vais pas juste équilibrer, je vais trancher. Donc ouais, pour répondre à ta question, je sais pas si c'était très bien dit, mais en gros c'est ça. Merci Erwan pour cette très bonne question. Milo qui me demande, est-ce que tu pourrais envisager de parler d'autre chose que du foot sur YouTube à l'avenir? Je vais dire oui, et c'est même quelque chose que j'ai déjà travaillé. Je sais pas si je le ferai un jour, parce que en ce moment je suis vraiment retombé amoureux du foot, et j'aime, et ça je vais dire un truc, j'aime l'idée et j'aime les sensations d'être à fond sur une niche, d'être dans l'expertise et d'aller loin et profondément sur quelque chose. J'aime aussi beaucoup l'environnement du foot parce que déjà c'est fun, c'est vraiment regarder un match, c'est un plaisir, c'est divertissant, mais c'est aussi quelque chose dans lequel je suis depuis 20 ans juste en tant que suiveur, et du coup c'est une sorte de boîte à jouets dans laquelle je me sens bien, c'est confortable, c'est tout chaud, je connais les contours de la pièce, c'est pas rien ne me surprend, mais c'est juste un environnement un peu plaisant et confortable, quoi. Et du coup, à l'intérieur de cet environnement confortable, j'aime bien essayer de pousser le truc le plus loin possible. Donc en ce moment, sur le foot, j'essaye d'être en croissance continue sur la qualité de l'analyse. Essayer de mieux comprendre ce qui se passe sur un terrain. De partout, en fait, même les bouquins que je lis en ce moment, je vous parlais un peu de mon développement intellectuel, j'ai arrêté un petit peu sur les derniers mois de lire d'autres bouquins, et je lis que des bouquins de foot. Mon bouquin sur la table de jeu en ce moment, c'est l'autobiographie de Marco van Basten, avant c'est celle de Schmeichel. J'essaye de vraiment me dire, ok, c'est, comme on dit en anglais, c'est my craft, c'est mon métier, mon truc, quoi. Et je veux le pousser le plus loin possible. Et ça, c'est intrinsèquement satisfaisant, kiffant, et je trouve beaucoup de plaisir et d'épanouissement là-dedans en ce moment. Même si, honnêtement, il y a des moments où je me dis, ah, franchement, le foot, ça reste que le foot, et après, il y a tout le reste du monde qui est tellement riche, intéressant, complexe, et ça m'est arrivé de me dire, est-ce que tu perds pas un peu ton temps à être juste sur cette toute petite partie de la vie? Et du coup, je mets pas du tout de côté l'idée de faire des choses beaucoup plus larges ou sur d'autres sujets, mais l'expertise et le truc vraiment poussé en profondeur, être technique sur quelque chose, être aussi, on va dire, reconnu pour ce que tu fais, comme c'est là le cas. J'allais dire, comme j'ai la chance que ce soit le cas, mais aussi parce que j'ai bossé en ce sens, bah, ça donne envie de continuer. Parce que ça aussi, c'est intrinsèquement satisfaisant. Et en plus, quand tu as roulé un peu ta bosse, quand tu as, comme on dit, t'as mis les pierres, quoi, ta carrière, c'est littéralement ça. Carrière, le terme, c'est un amas de pierres, quoi. Donc, tu as construit progressivement ta structure. Bah, c'est assez satisfaisant de poursuivre ça. Tu peux atteindre plus de choses épanouissantes quand tu continues de creuser dans la même direction plutôt que de bifurquer et de changer. Donc c'est pour ça, pour l'instant, je suis plutôt quand même axé foot, mais on ne sait pas, le monde est tellement riche, complexe et stimulant que ouais, pourquoi pas faire d'autres choses à l'avenir. Je me rends compte que je fais hyper long sur toutes les questions et on en a encore beaucoup, mais bon, peut-être la vidéo elle fera le temps qu'elle fera et je mettrai les timecodes dans la description pour que ce soit un peu plus digeste et cool à regarder pour vous. Bandela Viola, Gauthier, qui me demande
question un peu plus perso, quel cheminement t'a amené à devenir youtubeur après tes années à Sciences Po? Les compétences que tu as apprises pendant tes études te sont-elles encore utiles aujourd'hui? Alors merci pour ta question. Je vais dire quel cheminement perso, peut-être vous connaissez l'histoire, j'en avais déjà parlé peut-être dans d'autres formats ou interviews. En gros, j'ai fait 5 ans d'études, j'étais en master de ressources humaines à Sciences Po à la fin, donc mon M2 il était en alternance, je faisais du recrutement à Ubisoft pour faire très simple. Et à la fin, je me suis dirigé vers un peu dans la même voie que ça. Donc à la fin de mon alternance, j'ai commencé à passer des entretiens pour devenir consultant en RH auprès de différents cabinets de conseil, en gros à Paris. Et il y a un processus d'entretien qui allait hyper loin jusqu'au dernier entretien. Et ça l'a pas fait à ce moment-là. Donc le partenaire ou la personne la plus capée de cet environnement, m'a reçu et m'a pas kiffé. C'était tellement surprenant de rater au dernier entretien que les personnes de la boîte m'ont recontacté pour me dire ok, viens repasser un deuxième entretien avec la même personne, il y a dû avoir un problème, voilà, normalement c'est juste un entretien de validation classique, et bon, sans surprise entre guillemets, ça l'a toujours pas fait. C'est pas ce que le gars ressentait pendant les entretiens, mais honnêtement, moi-même, je pense que le job, je le voulais plus parce que c'était la promesse d'être dans un environnement où tu travailles beaucoup. Je crois que ce que je cherchais, c'était un cadre qui me permette de m'adonner à fond sur quelque chose. J'avais envie de définitivement lancer ma trajectoire professionnelle après des études qui ont été géniales, que j'ai adorées en tout point, mais je dirais pas que mon niveau d'investissement était au max. J'avais pas vraiment vécu encore à ce moment-là la sensation de se donner à fond sur quelque chose pendant un certain laps de temps. Je pense que la chose sur laquelle j'avais le plus bossé jusque-là, c'était le concours de Sciences Po quand j'étais en terminale, mais même ça, c'était en vrai sur un petit laps de temps, et même ça, j'étais pas très assidu, il y avait toutes les sollicitations de la vie à ce moment-là. Donc, je cherchais quelque chose dans lequel me donner, mais le taf en lui-même de consultant RH, je le comprenais même pas. Franchement, les entretiens, je les ai passés en faisant mine de comprendre, en ressortant quelques mots, quelques concepts que j'avais lus, etc. Et juste en essayant de bien présenter, de montrer que j'étais motivé, que j'avais envie d'apprendre, etc. Mais je crois qu'au dernier entretien, ça s'est un peu trop vu que c'était juste un peu du pipeau, quoi, que j'étais moi-même, je comprenais pas vraiment le job, et je pense que j'étais aussi un peu stressé parce que c'est quelque chose que je voulais beaucoup. Du coup, je m'en mêlais, j'étais pas très synthétique. Bref, je n'ai pas plu à la personne qui m'a évalué à la fin. Et du coup, comme j'étais vachement déçu de la conclusion de ce processus, j'étais un peu, c'est pas désenchanté parce que c'est juste sur le moment, la sensation, en fait, parfois il faut pas reconstruire toute une histoire a posteriori. Sur le moment, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dégoûté, j'avais juste envie de envoyer ça balayer, partir en vacances et pas me prendre la tête sur ça. Du coup, j'ai annulé mes autres entretiens et ça m'a saoulé en gros. J'ai dit bon, ça me saoule, j'ai peut-être pas envie, peut-être pas faire ça. Et j'ai réfléchi aux autres choses que je pourrais faire. Et à ce moment-là, je jouais beaucoup à FIFA, genre beaucoup à FIFA. Quelques mois plus tôt, j'avais commencé à suivre Bruce Granek, que vous connaissez sans doute. Et j'avais un peu compris que c'était possible de vivre de tout cet environnement, YouTube, machin. Moi, j'avais fait une chaîne quand j'étais au collège de Call of Duty, juste pour faire des montages, en gros, exposer mes montages. Donc, je connaissais un peu le Vegas, le logiciel vidéo que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, voilà, c'était un truc qui me parlait un peu. Et j'ai pris le temps du coup j'avais un mois et demi de fin d'alternance, parce que je passais les entretiens à la fin de mon alternance. Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis ramené au taf, et bon, j'étais dans une position de confort, je faisais plutôt bien mon taf à cette époque. Du coup, j'avais juste mon grand cahier, et tous les jours, je stratégisais sur comment j'allais lancer la chaîne. Ce qu'il me fallait à quoi ça allait ressembler, comment tout allait s'organiser. J'avais vraiment un mois où j'ai posé un peu toutes les bases, tout le début. Et forcément, quand ça s'est exécuté en début septembre, il y a 5 ans, c'était différent, un peu sur plein de choses. Tu apprends et puis après, tu modifies un peu la trajectoire. Mais j'avais quand même bien réfléchi à quoi ça allait ressembler. J'ai choisi mon pseudo, j'ai précommandé tout le matériel. Je regardais quel type de miniature fonctionnait, quels étaient les leviers de monétisation. Enfin, j'ai vraiment fait ma petite étude sur comment est-ce que ça peut marcher. Et du coup, j'ai lancé ça en espérant vraiment que ça marche, et je voulais que ça marche. Alors, d'abord, c'était sur FIFA, mais après, ça a été le foot, et maintenant, on est là.
Mais ça, c'était un petit peu le cheminement, du coup. J'en avais marre de cet ancien monde. Je voulais un nouveau truc. Au moins, si ça marchait, ça avait pas forcément beaucoup de chances de marcher. Mais si ça marchait, c'était le rêve. Moi, j'avais quand même ce fort désir d'indépendance que je me disais, ok, comment je vais faire quand je suis consultant. Ces longs horaires, les déplacements, le fait d'être un suit, comme on dit en anglais, donc de mettre un peu ta personnalité de côté, c'est pas forcément hyper créatif, etc. Moi j'aimais bien quand même le design, j'avais fait mon CV vraiment tout propre, pas sur Photoshop mais quasiment, genre bien organisé, assez beau, etc. Et du coup voilà, je voulais que ça marche, et si ça marchait, j'allais avoir un métier super kiffant. Et ça a marché, et j'ai un métier super kiffant, et la vie est belle. Donc que ça dure le plus longtemps possible. Ça, c'est le cheminement. Désolé, la deuxième question, c'est les compétences que tu as apprises pendant tes études, qui te sont encore utiles aujourd'hui. Les compétences pures et dures, je vais dire la qualité de réflexion. Juste à Sciences Po, je pense qu'on apprend à réfléchir de manière organisée et profonde. Donc c'est pas forcément les études qui ont la meilleure réputation. Tout le monde sait. Donc Sciences Po Paris, c'est une grande école, elle a beaucoup de prestige, sur le diplôme elle rend bien, etc. Après, le surnom de l'école c'est quand même Sciences Pipo, donc c'est assimilé à toute cette technique d'art oratoire, de dire beaucoup de choses sans vraiment rien dire et d'être très tiède, très nuancé, comme la chaîne finalement. Et en gros, je dirais que le truc que j'en retire principalement, c'est que ça t'apprend à réfléchir de manière profonde et assez humble. Moi, j'essaye d'approcher les sujets en me disant que je sais pas grand-chose, voire rien, et j'essaie de faire le plus de recherches sur un truc et de construire la réflexion un petit peu petit à petit. Je pense aussi, en plus, c'est un truc que j'en discutais avec ma copine hier, ça m'a appris à être assez optimiste finalement sur le monde et le monde intellectuel. Je pense que c'est très possible de voir le monde aujourd'hui et d'être assez négatif, un peu déprimé, triste par rapport au développement, etc. En vrai, je peux le comprendre, mais j'ai l'impression que dans les études que j'ai faites, on voyait la chose de manière un peu différente. C'est que oui, il y a des problèmes, mais les problèmes, ça se résout. Grosso modo, la trajectoire du monde, si tu fais des sciences sociales, le monde, il va de mieux en mieux. Il est bien mieux qu'il y a 100 ans, il est mieux qu'à 50 ans. Il y a moins de mortalité infantile. Les gens, grosso modo, sont plus heureux. Il reste bien sûr des problèmes, mais dans l'ensemble, ça va mieux. Oui, évidemment, il y a ce désastre écologique incoming, mais ça aussi, on peut le résoudre. C'est pas une fatalité absolue. Bon, c'est aussi un petit peu de philosophie personnelle là-dedans, mais je dirais ça m'a plutôt influencé, et dans l'ensemble, j'ai l'impression d'être une personne assez optimiste, et peut-être ça reste un peu dans les vidéos. C'est peut-être le côté un peu, peut-être je dirais un peu bienveillant, et grosso modo assez optimiste. Pas la béatitude totale, et pas genre gentil, gnangnan, j'espère le moins possible. Mais grosso modo, je vois le monde et je le trouve plutôt intéressant, prenant, avec des problèmes, mais avec aussi beaucoup de choses qui sont bien, qui fonctionnent bien. Et ça, je dirais, c'était assez fort dans les études. Parmi plein d'autres choses, franchement, moi, j'aurais pas beaucoup de mauvais mots à dire de mes études. Sciences Po Paris, j'ai adoré. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup servi. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont une opinion dessus, et ça peut avoir mauvaise presse, etc., élitiste. Franchement, moi, j'en garde 99% de très bonnes choses, en plus d'y avoir rencontré ma copine avec laquelle je suis depuis quasiment 10 ans, plusieurs de mes tout meilleurs potes. Donc, ouais, beaucoup, beaucoup de choses qui font le bonheur de ma vie aujourd'hui. Merci Sciences Po, c'était vraiment hyper cool. Gascou qui me dit, en dehors du foot, quelles sont tes autres passions? Bonne question. Et je me disais, pour introduire ça, on a quelques figurines derrière. Alors ça, c'est justement, c'est pas une passion, mais c'est le lion de Sciences Po, l'emblème. Je l'aime bien parce que le lion de Lyon, mais aussi de mon alma mater qui m'a beaucoup influencé, servi. Donc il est en bonne place à côté du trophée YouTube. Mais l'autre truc que je voulais montrer, c'est ça. Peut-être que vous le reconnaîtrez. Peut-être avec le flou, c'est un peu difficile à voir. Mais c'est l'homme avec une pomme devant son visage. Je connais même pas le titre de l'œuvre vraiment. De Magritte. Et je dirais, en dehors du foot, quelles sont mes autres passions? L'art, et très largement. Donc là, en l'occurrence, la peinture. Je dirais le ciné à fond.
beaucoup, beaucoup le ciné, lire, peut-être un peu moins de littérature, de fiction, plus de non-fiction, mais honnêtement tout. Quand je dis ça, c'est relatif parce que je pense qu'en valeur absolue, je lis aussi beaucoup de fiction. J'adore lire, vraiment. L'art en général, c'est quelque chose qui permet de réfléchir aux grandes questions de la vie de manière créative, stimulante et fun, divertissant. L'art, franchement, pour moi, le meilleur art, c'est celui qui est profond et divertissant en même temps. Je pense, sur plein de points, on pourrait me caractériser comme quelqu'un d'assez intello, certains pourraient dire un peu élitiste sur l'art. Tu vois, il y a plein de choses que j'aime vraiment beaucoup à fond, qui sont peut-être pas les choses les plus accessibles qui existent. Et donc j'ai ce côté intello, mais typiquement pour le ciné, pour moi je trouve que c'est important aussi que le moment en lui-même, il soit divertissant, prenant. Après divertissant, tu peux mettre plein de choses dedans, mais j'aime bien quand c'est un peu un voyage aussi, et que c'est quelque chose qui est fondamentalement impactant. Je pense que les vidéos et le format vidéo en général, ça a quand même cette force, c'est que ça peut être très impactant, très prenant, et vivre des émotions, voir des choses puissantes, ressentir vraiment toute la puissance premier degré, physique, tangible du médium, la vidéo, le ciné en l'occurrence. Je trouve que c'est important, pas juste le côté intello, mais du coup, ouais, en gros, je dirais l'art parce que je trouve que ça reste la meilleure manière qu'on a trouvée de réfléchir aux grandes questions de la vie, et même les petites aussi, même les petites. Et quand t'aimes réfléchir, quand t'es intéressé par le monde autour de toi, c'est dur de faire mieux que l'art. Il y en a tellement de variétés différentes. En plus, là, on a parlé quoi de peinture, on a parlé de littérature, de ciné, mais les jeux vidéo, je joue à plein de jeux vidéo avec ma copine. On fait 1 million de trucs, on adore l'art tous les deux, donc en général, réfléchir, je pense, et discuter. Et l'art, c'est tellement un bon format pour ça. Du coup, ouais, je dirais ça. Bah là, on a Gengar, on a Ectoplasma, ça c'est juste un petit kiff, mais on a surtout Walt de Breaking Bad, qui est ma série préférée. De très loin, on vient de finir Better Call Saul, là, qui est génial aussi, absolument. Il y a l'alien de Toy Story aussi, juste là, qui fait partie des films que j'ai bien aimés, mais c'est juste, c'est, je crois, l'objet que j'ai depuis le plus longtemps dans ma vie. On l'avait acheté avec ma mère dans un truc de marchand de journaux, quand j'avais peut-être 5-6 ans, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que c'est là également. Et ouais, en dehors du foot, quelles sont tes autres passions? L'art, et sinon faire du sport et passer du temps avec les gens que je kiffe. Ok, la question de la même personne, Gasco, qui me demande aussi, quelle est la vidéo que tu as préféré réaliser? Peut-être aller assez vite là-dessus, je dirais Eurotour France, parce que j'ai vraiment kiffé faire l'intro. Et sinon peut-être Grand Coach sur Carlo Ancelotti. Ça, j'ai vraiment, vraiment kiffé. C'était long, c'était très prenant, mais à la fin, j'ai 40 minutes et j'ai peut-être la vidéo la plus fournie, la plus forte, la plus puissante que j'ai jamais faite. Donc, ça, ouais. Peut-être Eurotour France, Carlo Ancelotti. Quelques-unes en plus. Pourquoi Bergkamp est mon joueur préféré. L'histoire des Lions de Lisbonne, le Celtic Glasgow qui remporte la Ligue des Champions 1967, si je dis pas de bêtises, contre l'Inter. La C1 du coup à l'époque. Et peut-être la Machina, plus organique que mécanique, sur le quintet magique de River Plate dans les années 40, parce que très hipster, mais qui font affaire. Un sujet qui m'appartenait un peu. Et ouais, c'est peut-être là on a mon quintet, on pourrait en citer plein d'autres. Ok, bon, j'ai vraiment aimé les questions de Gascou. La troisième, ça va être hyper facile. D'autres vidéos sur les entraîneurs sont-elles prévues? J'ai adoré celle sur Ancelotti. J'aimerais bien voir Mourinho, Klopp et Ferguson. Ces 3 entraîneurs sont prévus. Plus de vidéos sur les entraîneurs sont prévues. Ma série Grand Coach va continuer, mais en 2023. Là, c'est la Coupe du Monde. On est à fond sur la Coupe du Monde. Pas de temps pour autre chose, vraiment. Et certainement pas pour faire ces grands coachs qui sont de loin les formats qui me demandent le plus de temps. Mais en 2023, il y en aura plusieurs. Et comme je disais à l'époque, c'est la série que je vais continuer, j'espère, sur toute ma vie de créateur pour faire le plus d'entraîneurs possible. Donc c'est un peu le fil rouge de la chaîne. Même s'il y en a 2 par an, il continuera à y en avoir. Il n'y aura pas de point final. En tout cas, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, mais je n'ai pas prévu pour l'instant de point final sur Grand Coach. Ça continue. Valentin, quel serait ton plus grand rêve comme métier dans le football en lien avec ce que tu fais? Par exemple, présenter le CFC, le Canal Football Club, commenter une Coupe du Monde. Ouais, commenter une Coupe du Monde, pourquoi pas.
Même si pour l'instant j'aime bien l'idée de vivre la Coupe du Monde depuis chez moi pour pouvoir sortir une vidéo chaque jour. Et honnêtement, si je suis vraiment honnête, ce que là je fais, c'est ce que je préfère faire. J'ai fait d'autres émissions, des concepts, des trucs où je me déplaçais. J'ai fait des trucs différents dans ce monde. Ce que je préfère faire à la fin de la journée, ça reste ce que là je suis en train de faire, tourner seul dans mon bureau, m'enregistrer, dire ce que je pense, essayer d'apporter un petit peu de complexité et un peu de trucs kiffants au montage potentiellement, sortir une vidéo dont je suis fier, avoir vos retours, sentir que j'ai fait du bon travail, l'immédiateté de YouTube. Ça, c'est les trucs ça, c'est ce qui me procure le plus de plaisir. Maintenant, un rêve, ouais, effectivement, commenter des matchs en direct au stade et des gros matchs, des matchs importants de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, vivre tout ce qu'il y a autour, avoir des accès privilégiés, être proche de la matière à fond. Par exemple, quand j'ai fait l'émission avec Zach, que je rencontre des joueurs actuels de l'OL, qu'ensuite on peut échanger vite fait en coulisses et je me sens dans cet environnement privilégié et j'ai l'opportunité d'avoir des discussions que je pourrais pas avoir si je faisais pas ce métier. Bah ça c'est vrai que c'est quand même un peu les moments pour lesquels tu travailles et du coup un truc comme ça poussé à fond, genre commenter une Coupe du Monde en 2026 par exemple, celle États-Unis, Mexique, Canada, j'ai mon œil dessus, ouais pourquoi pas, si c'est avec quelqu'un que je kiffe. Genre là ok, peut-être on peut s'approcher de ce qui serait un rêve, c'est le faire avec quelqu'un que je valorise énormément et qui serait bon délire même en dehors du match. Tu vois là en ce moment je suis en train de faire une émission avec Stan. Là, si tu me dis qu'il y a une chaîne pour un concept un peu du monde d'Internet, etc., ou un sponsor ou whatever, qui nous démarche pour aller tous les deux commenter la Coupe du Monde pendant un mois, voyager ensemble, genre kiffer ensemble et passer un bon moment avec un gars qui m'a l'air, vu de loin comme ça, d'être une super personne, mon âge, grosso modo, ça, ce serait vraiment cool. Et du coup, ouais, ça dépend de la personne, parce que je sais ce que ça peut être aussi d'être pendant longtemps avec une personne avec laquelle tu n'as pas plus d'affinité que ça. Et ça, des gens comme ça, il y en a plus que des gens avec lesquels on a des affinités en général. Ça rendrait le truc d'un coup beaucoup moins kiffant, surtout si tu fais ça pendant un mois. Julian, qui me dit, lorsque tu as lancé ta chaîne, comment l'imaginais-tu 5 ans après? Te voyais-tu sur FIFA ou déjà sur un contenu foot? Dans la même veine, où espères-tu emmener cette chaîne dans 5 ans? Encore bravo pour ton travail immense et merci. Merci à toi. Je dirais, lorsque j'ai lancé cette chaîne, j'imaginais pas du tout 5 ans après. J'essayais de voir 6 mois après. Même, je me disais, il faut que j'ai 10 000 abonnés avant la fin de l'année civile. On était en septembre 2017. Je me disais, à Noël, il faut que j'ai 10 000 abonnés. Si je ne les ai pas, la proof of concept a échoué. Il n'y a pas eu de preuve que ça pouvait fonctionner. Et du coup, j'arrête et je fais une carrière normale, entre guillemets, où je bifurque sur autre chose. Mais je réfléchissais plus comme ça. Donc, je me voyais sur FIFA plutôt, en fait, je pense. Quand j'ai lancé la chaîne, c'était plutôt, j'imagine, pour continuer sur FIFA. Mais j'avais pas réfléchi à faire des vidéos sur le foot dans la foulée. J'avais pas pré-réfléchi ça. C'est venu assez vite, mais je l'avais pas pré-réfléchi à ce moment-là. Et où espères-tu emmener cette chaîne dans 5 ans? Un peu plus de ce qu'on fait actuellement, mais juste mieux. Plus de qualité dans l'analyse. Et plus de productivité. À peu près les mêmes formats. Parce que en ce moment, les formats que je fais, je kiffe bien. Les analyses d'après-match, j'adore. Les missions que je fais avec Stan, j'adore. Mais formats riches comme mondial, comme grand coach, j'aime beaucoup les faire. C'est beaucoup plus de travail et c'est plus de moments de souffrance. C'est plus difficile, mais c'est aussi des moments de satisfaction qui sont incomparables. Donc honnêtement, more of the same, comme on dit. Et le million d'abonnés, je pense que là, il y a un trophée argenté. Si on peut avoir de l'autre côté, dans 5 ans, le trophée doré, ce serait pas mal. Sur le rythme actuel d'abonnés, là, on n'y serait pas. C'est peut-être ça aussi qui rend le truc excitant, c'est que ça a décollé le compteur d'abonnés a décollé très fort au début. Là, je dirais qu'on est peut-être sur 70 000 abonnés, peut-être sur la dernière année, autour de ça, 60 à 80 000, un truc comme ça. Donc là, 475 000, 5 ans plus tard, il faudrait quelque chose en plus. Donc ça, ce serait un petit rêve, entre guillemets, et on verra si on l'atteint. En tout cas, merci pour ta question et pour le compliment.
Boubou Binks qui me demande Willou, quel est ton but ultime? Rester indépendant et développer ton média personnel ou t'ouvrir des portes vers des médias mainstream en France ou comme tu as pu le faire en Belgique notamment? En tout cas, merci Crack. Merci. Et rester indépendant, clairement. Avec, je pense en fait, les deux sont pas vraiment séparés parce qu'il n'y a pas vraiment de gens qui sont sur les... Il y en a quelques-uns, mais des gens qui sont sur les médias mainstream où c'est vraiment ça leur occupation à plein temps, il n'y en a pas beaucoup. La plupart des gens qui interviennent, c'est plus des indépendants, freelance, qui ont leur truc et qui font des apparitions de temps en temps, ponctuelles. En tout cas, les quelques personnes qui ont ce genre d'occupation, salariés d'une chaîne, ce sera jamais pour moi. Ça, c'est jamais quelque chose que je veux faire. Par contre, indépendant, avoir ma propre structure, ma propre vie pro, comme là actuellement, et faire des apparitions à gauche à droite, ça, ouais, grave. Si je suis sollicité pour un bon projet, un truc ponctuel, même sur une année, toutes les semaines, un petit truc par-ci par-là, grave, il y a plein de choses qui peuvent me botter. Si le projet est bon, intéressant, que les gens sont cool, ça, j'y suis pas du tout fermé. Joachim Tass qui me dit qu'est-ce que tu regrettes après 5 ans à faire ce que tu fais? Franchement, là c'est un peu terrible parce que la réponse la plus... Celle qui me vient le plus fort là comme ça, c'est la réponse que tu vas toujours entendre sur une question comme ça. Je trouve ça dommage de réfléchir en matière de regret. Je pense que il faut pas regretter grand chose et c'est un état d'esprit qui est pas porteur vers plus de bonheur, je trouve en général. Mais bon, peut-être que là, je m'attache un petit peu trop au mot regret, tu vois, qui est un peu fort. Peut-être tu peux dire, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Bon, c'est pas la fin du monde, mais des petites choses que tu aurais optimisées, comme ça, par-ci, par-là. Et du coup, ça, franchement, j'ai pas réfléchi. Et je pense que, en vrai, j'ai pas trop d'idées parce que c'est un peu toujours comme ça dans la vie. C'est si t'aimes bien la position dans laquelle t'es actuellement, t'es toujours en train de te dire ouais, mais en fait, même ce truc un peu négatif, il m'a servi puisque je suis là dans la posture qui me plaît. Et bah du coup, je suis un peu là. Je sais que c'est pas forcément la vraie manière de penser. Il y a plein de choix que tu aurais pu prendre qui n'auraient pas eu un impact et qui auraient même eu un impact positif. Mais c'est difficile de réfléchir à ce qui aurait pu être mieux. Du coup, peut-être le truc qui me vient en tête, c'est qu'il y a eu des périodes où j'étais moins productif, moins régulier et un peu plus éparpillé sur mes contenus. Peut-être que si je m'étais tenu à quelque chose d'un peu plus clair, identifiable, simple et régulier, fréquent, peut-être que j'aurais plus encore de récompenses aujourd'hui. Mais d'une, je suis assez satisfait avec mon niveau de récompense. Et deux, ça fait partie de ma personnalité d'être comme ça. D'être un peu... Quand je sens que je suis un peu en train de burn ou quand je sens que ça me chauffe moins, j'ai pas de problème mental avec l'idée d'arrêter. Je dis non, ça me saoule, j'arrête. Et je suis un peu têtu, borné comme ça. Mais je sais aussi que ça a apporté beaucoup de bonnes choses. Donc c'est pour ça que... Si je changeais ça, ça voudrait dire que je changerais une partie de ma personnalité qui, je pense, m'a apporté des trucs cool aussi. Donc voilà, on va dire pas grand-chose. Mais j'ai pas beaucoup réfléchi à la question. Peut-être si j'y pensais plus et si j'essayais de me faire un peu plus mal, sans doute que je trouverais des choses. Sébastien, quel est le jour où le football t'a fait pleurer? La bonne question à poser, c'est quel est le jour le plus récent où le football t'a fait pleurer? C'est quand la dernière fois que le football t'a fait pleurer? Et là, j'ai pas la réponse comme ça. Mais par contre, les fois où le football m'a fait pleurer, en vrai, quand j'étais enfant, entre 8 et 12 ans, on va dire, en regardant l'OL, même un peu plus, peut-être tu peux pousser un peu. Ouais, même un peu plus, tu peux bien pousser. Il y avait beaucoup de choses qui me faisaient pleurer. Un match nul en Ligue 1 m'a fait pleurer parfois. Donc, j'étais très, très émotionnellement investi. Et bien sûr, les plus chaudes larmes de ma vie, c'est clairement, comme j'ai dit, PSV Eindhoven et Milan AC. Et AC Milan. Mais je me souviens aussi du quart de finale contre la Grèce en 2004. Et je me souviens d'avoir été étonnamment distant de la défaite en 2006 contre l'Italie. En tout cas, dans mon souvenir, c'était vraiment pas agréable. Et je me souviens surtout, avant la finale, d'avoir vraiment, vraiment envie de la gagner. Mais la défaite à la fin m'avait un peu moins affecté. Peut-être que j'étais déjà mentalement trop détruit par l'élimination de l'OL contre l'AC Milan et ce but de Pippo Inzaghi, donc j'avais plus rien à donner.
Mais ouais, ça c'était les moments les plus durs, pour sûr. On te propose de voyager dans le passé pour vivre un match, stade ou télé, que tu n'as pas pu voir en live. Tu choisis lequel? Waouh, super bonne question, et celle-là j'aurais dû la préparer. Je pense que... Allez, une finale de Ligue des Champions, parce que j'en ai jamais vu au stade. Je prends la question en mode au stade, parce que si tu veux regarder à la télé, t'as toujours Footballia, donc ça c'est... Tu peux toujours voir les matchs anciens, mais au stade, allez, une finale de Ligue des Champions, et on va dire 1999, Manchester United, Bayern, au Camp Nou. Ce retournement de situation de folie. Un match que j'ai même pas vu à la télé, parce que sinon on peut dire AC Milan, Liverpool à Istanbul, mais ça j'ai vu à la télé quand j'étais jeune, donc quand j'étais plus jeune qu'aujourd'hui. Mais du coup, ouais, peut-être celui-là. Et vous? Parce que ça c'est une vraie bonne question. Et ouais, il y a plein de trucs qu'on pourrait citer. Toutes les finales de Coupe du... En vrai, si c'est juste pour vivre un match, ok, la meilleure question... C'est quoi la meilleure question que tu peux apporter à cette réponse, à cette question? La meilleure réponse que tu peux apporter à cette question, en vrai, c'est d'aller voir un match des années 30 ou 50. Parce que, quitte à voyager dans le temps, c'est dommage de s'arrêter en 1999. Mais par contre, si tu me mets dans un match des années 50, je suis pas sûr de passer trop de temps à regarder la pelouse. Je pense qu'on va vite fait aller circuler dans les travées et poser des questions à des gens et juste coller totalement sur ce que c'était de vivre dans les années 50 ou 30 ou avant. Ouais, ça c'est la vraie bonne réponse. Alors Karl Jomo me demande ensuite, et je te remercie vraiment pour ta question, quels sont 3 livres foot que tu recommandes? Même question hors foot. On pourrait passer beaucoup de temps à discuter de tout ça, mais ce que j'ai choisi, c'est une petite sélection. J'en ai pris un peu plus, j'ai 5 livres foot et 6 hors foot. Il y a eu un petit changement dans la bibliothèque, comme vous le voyez là. Le premier bouquin de foot, c'est de David Goldblatt, ça s'appelle The Ball is Round. Le ballon est rond, une histoire globale du foot. Et ça, je dirais, c'est un peu la base historique du foot. C'est vraiment sur l'histoire du foot. De 2000 ans avant Jésus-Christ, le Sudoku et les jeux de balles ancestraux, jusqu'à, je pense le bouquin il doit s'arrêter autour de 2010 ou le début du 21e siècle, un truc comme ça. Et là on a sorti un deuxième dans la foulée qui va jusqu'à 2018, mais c'est un pavé, il fait plus de 1000 pages. C'est un bouquin génial à lire sur la grande, très très grande histoire du foot, à quel point le foot est intégré dans l'évolution du monde. Quand tu kiffes l'histoire globale, comme moi c'est pour sûr mon cas, et ça va se voir dans les autres bouquins que j'ai choisis, lui il est vraiment bien. Après, on est sur un niveau de lecture qui est plus élevé que d'autres, mais vraiment vraiment bien. Un autre style différent, c'est The Mixer de Michael Cox, histoire tactique de la Première Ligue depuis 1992. Donc la Première Ligue moderne, fondée en 92, les différentes évolutions tactiques. Génial, je trouve. J'aurais pu choisir d'autres bouquins sur la tactique, sur l'évolution du jeu. Peut-être on devrait dire les choses comme ça, plus que tactique, c'est le jeu. Et celui-là, je le trouve assez digeste, relativement simple, compréhensible. En plus, sur une période et sur des choses qu'on est beaucoup à avoir vues, à connaître. Donc un peu plus simple, même si je l'ai aussi là, La pyramide inversée de Jonathan Wilson, qui est vraiment vraiment bien, qui est un des bouquins les plus connus. Ça, c'est un petit peu plus de l'histoire longue. Ça commence à la fin du 19e siècle. C'est vraiment l'histoire du développement du jeu depuis le début. Donc je pense pour quelqu'un qui est un peu moins lecteur et un peu moins intéressé, c'est mieux de partir sur celui de Michael Cox parce que c'est un peu plus récent, moderne. Et c'est super intéressant. Le gars est un auteur tactique réputé, mais en plus d'apporter de la profondeur, il le fait de manière vraiment pédagogique, avec un bon style d'écriture. Ça se lit super bien, si ça vous plaît. J'ai ensuite 2 bouquins en français. Un qui n'est pas en français à la base, qui est en néerlandais, mais qui a été traduit dans à peu près toutes les langues. Hyper divertissant, parce qu'il est court, et avoir la pensée de Cruyff directement, de Cruyff lui-même, c'est vraiment cool. C'est quand même un gars qui a totalement révolutionné le foot, qui pense de manière différente. C'est juste, il a une sorte de compréhension instinctive du foot, des espaces, de la géométrie profonde qui guide le jeu. Il y a tellement de principes directifs du jeu tels qu'on les connaît aujourd'hui qui semblent qui sortent tout droit de sa pensée, de réflexion qui s'est faite comme ça sur le coin d'une table, juste parce qu'il a une compréhension du jeu un peu hors norme. Et je dirais c'est une personnalité vraiment spéciale.
un ego qui est assez fort, une très forte confiance en ce qu'il pense, en ce qu'il dit, en sa trajectoire de vie, mais assez attachant aussi, je dirais même franchement attachant. Donc ouais, moi je suis forcément très... Cruyff, c'est un peu... Voilà, donc ça se lit super bien, il est rapide, les phrases sont simples. Ça, c'est le bouquin le plus simple et que je conseillerais à tout le monde. Parce que à n'importe quel niveau de lecture, n'importe quelle appréciation pour la lecture, si tu kiffes le foot, ça va être difficile de ne pas kiffer ce court bouquin de Cruyff, les mémoires de Cruyff. Et du coup, le dernier livre que j'ai sur la liste, vous connaissez peut-être les auteurs, parce que j'en ai souvent parlé, c'est les Des Managers, des cahiers du football, qui ont écrit plein de bouquins, 4 il me semble. Comment regarder un match de foot, les entraîneurs révolutionnaires, l'Odyssée du 10, celui-là c'est leur 3e, et comment gagner un match de foot. Voilà, j'en ai pris un, les 4 sont vraiment vraiment bien, très accessibles, bien écrits, profondeur de réflexion. Franchement, je pense que sur les bouquins français de foot, on n'a pas fait mieux pour l'instant. Et celui-là c'est mon préféré des 3. Je pense que il est assez profond, beau, finalement c'est technique mais historique aussi, en prenant l'angle un sujet, l'évolution du numéro 10, c'est la porte ouverte à un peu plus de romantisme et juste de belles idées, c'est divertissant et t'apprends beaucoup de choses. Comme toujours, c'est un taf qui vaut 10 sur 10. Donc ça, c'est 5 recommandations. Honnêtement, tous ceux qui sont là, je les recommande, mais ça mérite une vidéo à part, mais bon, voilà, c'était un bon moment pour en parler. Et ensuite, les bouquins hors foot. Le premier, c'est je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous l'avez déjà lu, peut-être que vous pensez, parce que c'est un truc qui est très mainstream, qu'on a vu de partout, dans toutes les librairies, ça va pas être top, le propos est peut-être un peu trop simple, ou c'est un peu trop mainstream, etc. Pour moi, c'est une erreur. Ça reste le bouquin qui m'a le plus apporté, parce que je l'ai lu tôt, je l'ai lu il y a 8 ans, en 2014, et il venait de sortir, je pense. Je l'ai lu quand j'étais en Australie, en échange universitaire, je l'ai trouvé par hasard, comme ça, dans une librairie. Et même si il est devenu très très connu et que ça peut vous décourager, honnêtement, si vous ne l'avez pas lu, peut-être il faut aller au-delà de cet a priori, parce que Sapiens de Yuval Noah Harari, c'est un tour de force, c'est exceptionnel, ça a tellement influencé ma vision du monde, de la vie. Je vois le monde de manière plus claire, un peu plus décomplexée. Je comprends que beaucoup de choses qui nous entourent sont des constructions intellectuelles et ça dévalorise pas ces choses-là, juste ça remet chaque chose à sa place. Je dirais que le monde est plus clair. Je dirais aussi que ce gars, il a commencé à tisser dans le dernier chapitre une réflexion sur le bonheur. Il y a 20 chapitres, le 20e il est sur le bonheur, qui était jusqu'alors assez peu abordé. En sciences sociales, le bonheur, ça n'a pas vraiment été un thème et un champ d'étude. Il y a des exceptions, mais grosso modo, par rapport à l'importance que ça a dans une existence, c'était jamais un sujet très prisé des académiciens, etc. Je trouve que c'est la première fois avec ce bouquin que j'ai vraiment réfléchi à la place du bonheur dans nos vies et à quel point c'est un concept fort qui doit irriguer tous les autres. Si tu réfléchis à qu'est-ce que c'est une vie heureuse, tu peux commencer à réfléchir à qu'est-ce que c'est une bonne politique publique. C'est celle qui maximise le bonheur des individus. Plutôt que de penser en des concepts qui sont un peu plus abstraits, la liberté, l'égalité, c'est des choses qui sont constitutives du bonheur, mais pour moi, le dénominateur de tout ça, ce sera toujours le bonheur. Assurer au plus de gens possible une existence heureuse en assurant les piliers de leur bonheur, qui sont les conditions matérielles, santé, sécurité, etc. Et après, les autres conditions, et cette pyramide-là, elle doit guider beaucoup de choix individuels, collectifs. Ça, je trouvais que c'était vraiment fort dans le dernier chapitre. Toute la question du transhumanisme aussi, qui est donc l'homme augmenté par la technologie, présenté de manière riche, complexe, et pas juste avec un œil négatif en mode « Ah, les nouvelles choses du nouveau monde, c'était mieux avant, etc. » L'idée du mythe de l'âge d'or démystifié. C'est un super point de départ pour quelqu'un qui veut voir le monde profondément, avec richesse. Et ouais, je pense que ça, c'est un bouquin que je pourrais relire tous les 2 ans parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et après, il en a écrit d'autres. Homo Deus, qui est très bien aussi. 21 leçons pour le 21e siècle, qui est très bien aussi. Ce gars-là, c'est juste un gars différent et ces bouquins-là, ils valent leur pesant d'or. Donc, vous en entendrez peut-être des mauvaises choses. Je trouve que c'est une erreur. Je trouve que c'est vraiment des bouquins extraordinaires.
Ok, pour Sapiens, ensuite, donc pas dans un ordre précis, je crois que j'ai pris 3 trucs un peu littérature, un peu fiction, 3 trucs non-fiction. Ça, c'est le truc fiction, ça s'appelle Neuromancer de William Gibson. Et c'est vraiment très funky, mais c'est le bouquin qui a été un peu fondateur du style cyberpunk en littérature. Donc, moi, j'étais tellement hypé par le jeu. Finalement, ça a été une déception, mais là, on est en train, avec ma copine, de regarder le playthrough avec juste, en gros, les cinématiques, les dialogues. Parce que l'univers cyberpunk, c'est peut-être celui qui m'attire le plus visuellement, intellectuellement. Je trouve ça tellement, tellement fascinant. Et ça, c'est le bouquin qui a un peu créé ce genre. Cyberpunk, en gros, c'est ces univers futuristes avec les néons et tout ça, c'est pour le côté, on va dire, physique et visible. Mais intellectuellement et conceptuellement, c'est en gros des univers à haut niveau de technologie qui se passent dans un futur relativement proche, genre dans 50 ans ou dans 100 ans. C'est pas dans une galaxie très très lointaine, il y a des millions d'années ou dans des millions d'années. C'est un futur proche dans un monde qui souvent est notre monde. C'est soit la planète Terre, soit une planète juste à côté, mais je pense que la plupart du temps c'est plutôt la planète Terre. Donc futur proche, environnement proche, dystopique, clairement c'est mal parti, et très technologique. Une des choses qui est souvent dite pour l'exprimer, c'est high-tech, low-life, donc très technologique, mais avec beaucoup de gens qui sont dans la misère, des villes qui sont vraiment des endroits horribles pour vivre, et cet environnement, je le trouve vraiment hyper prenant, fascinant. Du coup, honnêtement, c'est un bouquin qui est dur à lire, mais si on s'accroche et qu'on est un peu bercé par cet univers, sans même trop s'attacher à l'histoire, on prend du plaisir. Donc je conseille. Le troisième bouquin, c'est de la non-fiction. Là, c'est de l'histoire. Et ça s'appelle At Day's Close, Night in Times Past. C'est une étude de la nuit. En gros, c'est un peu histoire et sociologie de la nuit dans des temps pré-industriels. Donc, en gros, c'est plus spécifique que ce que je pensais. Avant, je pensais que c'était la nuit depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est plus sur l'époque pré-industrielle et comment les gens vivaient avant l'arrivée de la lumière artificielle. Donc ça a tellement d'implications, tu vois, genre dans une ville, dans un environnement, les gens vivaient différemment avant la lumière artificielle. Typiquement, au bout d'une certaine heure, tu sortais plus de chez toi. L'environnement extérieur était vraiment dangereux. Tu vois, il y a des histoires de gens qui, je sais pas, à l'époque, en 1800, vont chez des gens pour un repas le soir à 17h ou quoi. Et le soir tombe, la nuit tombe, bon bah du coup ça vous dérange pas si on reste dormir chez vous parce que ce serait fou de la sortir et rentrer chez toi alors qu'il fait nuit. Il y a le danger physique, genre tu peux juste trébucher, tomber dans un fossé, tomber dans n'importe quoi, les routes sont en mauvais état. Il y a bien sûr le danger de la sécurité. La nuit, c'est le terrain d'expression parfait pour les voleurs, pour la criminalité, beaucoup plus de crimes, etc. Il y a aussi toute une approche différente sur comment les gens conduisaient leur sorte de vie spirituelle, donc, et expliquer, et ça je trouve ça fascinant, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sur une période répétée, de vous réveiller en pleine nuit et d'avoir vraiment 2 parties à votre nuit. Moi, il y avait une époque, je me réveillais tout le temps, autour de 3-4 heures du mat, peut-être pour aller aux toilettes, et j'avais un peu du mal à me rendormir, et là je passe 1 heure à cogiter, bon finalement je me rendors, mais il y avait vraiment 2 parties à ma nuit, et dans le bouquin ils expliquent qu'à l'époque c'était vraiment un vrai truc, il y avait vraiment cette idée de a first night and a second night, your second night, tu vois, ta deuxième nuit après ce moment où tu te réveilles au milieu de la nuit. Et les gens faisaient, alors quand je dis les gens, bon, voilà, c'est pas tout le monde, là on est un peu sur pré-industriel en Angleterre, et bien sûr, pas tout le monde le faisait, mais je grossis le trait. Mais l'idée, c'était que les gens, au milieu de la nuit, faisaient des choses pendant 1 heure ou 2. C'était un moment pour peut-être aller se poser et être au coin du feu, réfléchir un peu à sa vie, méditer, pas en mode avec une application de méditation et faire ses 10 minutes, mais juste réfléchir à quelle orientation prenait son existence. Il y a des gens qui sortaient faire des balades, même si très dangereux sans lumière du coup, mais c'est aussi quelque chose qui était possible, peut-être quand le jour se levait à 4h30, des gens qui faisaient une balade d'1 heure, puis après qui retournaient se coucher. Et dans une époque où le temps libre, c'était un concept assez abscon, les gens n'avaient pas forcément de temps libre, si tu étais un ouvrier, tu travaillais un peu du début à la fin de ta journée, bah pour beaucoup c'était un peu le seul moment libre, c'était le plein milieu de la nuit. Bref, une étude historique de la nuit et à quoi ça ressemblait
la nuit, il y a longtemps. Grave intéressant, c'est une des meilleures lectures que j'ai faites sur les dernières années. J'aime bien quand on choisit un sujet comme ça, vraiment un peu funky, et qu'on met les moyens intellectuels de le comprendre. C'est vraiment cool. Un autre bouquin, rien à voir, c'est de la fiction totale, s'appelle Exhalation, et c'est une compilation de nouvelles de Ted Chiang, qui est peut-être mon auteur préféré. C'est le gars qui a écrit la nouvelle, qui a inspiré le film, et le film, c'est l'adaptation de cette nouvelle en fait. Le film Arrival, Premier Contact, donc très science-fiction, mais pas science-fiction en mode fantasy, univers très différent, etc. C'est plus, je dirais, à quoi ressemble Black Mirror en littérature, en schématisant à l'extrême, mais c'est super bien écrit, vraiment l'auteur est incroyable. Et ça, c'est un des recueils de nouvelles. Il y en a un deuxième, peut-être même ce que je vous dis, Premier Contact, Arrival, peut-être c'est extrait d'un autre recueil de nouvelles, mais celui-là, je l'ai vraiment kiffé, les deux sont vraiment bien. Et Ted Chiang, je recommande, c'est un vrai plaisir. En plus, les nouvelles, c'est plutôt cool, c'est assez court, tu peux en lire une avant de dormir, et c'est facilement consommable de cette manière. J'ai mis un truc vachement léger, c'est une BD qui s'appelle Bienvenue en Chine, et c'est sur un gars, un Français, qui va vivre en Chine, qui monte son entreprise en Chine, et c'est un peu une exploration de la culture chinoise à travers le fil de sa vie. Franchement, on m'a offert ça à Noël, je crois, peut-être quelqu'un de ma famille, et vraiment vraiment cool, genre ça se lit hyper facilement, c'est une BD, c'est fun, et t'apprends pas mal de choses, c'est un parcours de vie intéressant, c'est une personne qui monte son entreprise, je crois que c'est une entreprise de luminaires, un truc comme ça, ça ressemble presque à une existence un peu normale, tu vois, c'est pas quelque chose de fantastique, mais super intéressant, avec un peu d'humour, mais pas trop non plus. Voilà, si ça vous intéresse, si la culture chinoise vous intéresse, et je pense qu'aujourd'hui c'est un truc qui est intéressant à comprendre, bah, ça peut être une bonne petite clé d'entrée, facile, léger. Je l'ai trouvé comme ça, là, dans ma bibliothèque, parmi d'autres. Je trouvais que dans la sélection, ça faisait un peu de variété. Et enfin, peut-être que ça vous parle, c'est Bob Woodward. Pour le coup, celui-ci écrit en collaboration avec un autre gars, Robert Costa. Bob Woodward, c'est pas celui-là en particulier, même si celui-là est vraiment bien. Ça, c'est sur la fin de Trump et le début de Biden. Donc la gestion du Covid, tout ce qui se passe autour de l'élection, évidemment, et ensuite l'arrivée de Biden. En gros, Bob Woodward, c'est un gars qui écrit des bouquins depuis 50 ans maintenant, 45 ans. C'est une cinquantaine d'années, un peu plus peut-être. Mais qui en gros, c'est un des gars qui travaille au Washington Post et qui a fait tomber Nixon sur l'affaire du Watergate. Et depuis, ça fait 50 ans quasiment qu'il écrit des bouquins présidentiels où il a vraiment des dizaines et des dizaines d'heures d'accès, des entretiens directs avec les présidents, mais juste il passe sa vie à Washington DC, il interviewe des centaines, des milliers de personnes. Si jamais vous avez vu un documentaire de comment il s'appelle, Ken Burns sur par exemple la guerre du Vietnam ou genre les grandes périodes de l'histoire américaine, lui je trouve que c'est un peu son équivalent format écrit. C'est un travail de documentaire, d'archiviste extraordinaire, et c'est écrit en mode comme un documentaire Amazon Prime, Inside Manchester City, All or Nothing Manchester City, All or Nothing Arsenal. Ça, c'est All or Nothing, les présidents des États-Unis. Et tu as l'impression d'être, comme on dit, la mouche sur le mur, le fly on the wall, qui est en train d'accéder à toutes les conversations, qui est là avec eux dans des moments hyper importants, dans des moments moins importants. Ouais, vraiment, c'est fascinant. Ça, si vous voyez ceux qui sont là, tout ça, c'est des Bob Woodward, et je pense que j'en ai une quinzaine. Bah, il en a écrit plus de 20. Surtout les présidents américains, il y en a au moins un, et Trump, il y en a 3, Obama, il y en a 3, Bush, il y en a 2 ou 3. Donc ça, par contre, c'est très addictif, et moi, je suis tombé dans un problème, c'est qu'à un moment, je lisais que ça tout le temps, genre 200 pages par jour. Le soir, je me couchais à 4h du matin en lisant ces trucs. C'est aussi parce que c'est un intérêt très fort perso. Peut-être c'est un sujet qui intéresse moins. Si c'est un sujet qui t'intéresse moins, clairement, faut pas lire. Mais je sais pas, parce que si tu lis ça, c'est dur que le sujet t'intéresse pas. Et ça, c'est un truc que je dirais dans le monde intellectuel. Faut parfois moins s'attacher au sujet qu'à la qualité du traitement. Parce que quelqu'un qui traite bien un sujet, il y a des chances qu'il rende le sujet intéressant. Et si tu es intéressé en général par le monde, tout peut t'intéresser si c'est bien présenté. Donc voilà, c'est quelques livres, super question, on a été très long là-dessus. Ma conclusion sur ça, c'est peu importe ce que tu lis, c'est le truc le plus important à faire pour
croître en tant que personne. Je pense qu'il n'y a rien que tu peux faire qui est mieux pour croître personnellement que lire des bouquins. Lire un peu ce qui te passe sous la main. Je dirais à une personne qui est plus jeune, qui est en train de me regarder, qui ne lit pas beaucoup, c'est sans aucune question, c'est la compétence, la chose que tu peux faire aujourd'hui qui va le plus te servir dans 10 ans. Dans n'importe quel pan de carrière, n'importe quelle trajectoire, si tu vises à être une personne qui est heureuse et notamment épanouie professionnellement, le fait de lire, ça va t'apporter un niveau de réflexion, même pas forcément sur les sujets sur lesquels tu es en train de lire, mais juste une capacité à mieux réfléchir, mieux formuler. Et ça sert de partout, tout le temps. Il y a de moins en moins de personnes qui lisent, donc tu développes encore plus un avantage concurrentiel par rapport à ça. Et même c'est satisfaisant en soi, c'est un moment un peu calme, méditatif, de repos, stimulant. C'est un plaisir à court terme, peut-être pas au début si on n'est pas un grand lecteur, peut-être au début c'est un peu de souffrance, mais c'est peut-être un peu comme quand on se met au sport, genre c'est dur au début, puis après c'est kiffant, et puis après ça change ta vie. La vie à Amsterdam supérieure à la vie en France, bah, je pense ça dépend de chaque personne. Pour moi, je dirais oui. Pour les choses que j'aime dans la vie, ouais. La vie à Amsterdam est vraiment très plaisante, elle est assez calme pour une grande ville, donc tu as quand même l'attractivité, la stimulation d'une ville, d'une capitale, mais c'est un train de vie qui est quand même assez tranquille. Il y a moins de gens, il y a beaucoup moins de gens qu'à Paris. Genre Paris, c'est quoi, 2,5 millions d'habitants intramuros, et la zone, en gros, le nombre de personnes qui transitent par Paris pour travailler dans la journée, je crois que la région Île-de-France ou la proximité avec Paris, c'est quoi, peut-être 12 millions d'habitants, je ne sais pas les chiffres exactement. Amsterdam, c'est 1 million, et je pense que si tu étends au-delà, c'est pas plus que 3 millions. Dans une taille de ville qui est assez similaire, peut-être Amsterdam c'est un peu plus petit, mais grosso modo, il y a plus d'espace, plus de tranquillité, c'est vert, c'est moins pollué, c'est mieux organisé, c'est plus safe, les gens sont plus civils. Donc la vie ici est vraiment bonne, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est le 5e pays le plus heureux au monde, et je veux dire, ça se sent. Et voilà, j'en ai déjà pas mal parlé dans d'autres vidéos, mais pour moi, ça m'a vraiment rendu plus heureux. Peut-être pas tout le monde, en vrai, sûrement pas tout le monde. Je pense par exemple que ça, c'est quand même un bon point. La vie en France, c'est surtout pour beaucoup la vie avec les personnes qu'on kiffe. Tous tes potes, toute ta famille. Si tu quittes la France, tu quittes ça, et ça compte tellement dans une vie heureuse que je peux totalement concevoir que la meilleure chose à faire, ce soit rester pour être auprès de ses proches et des gens qu'on aime. Moi, je pense que j'étais dans une période où ça m'allait de voir un peu moins les gens que j'aime si j'avais quand même l'assurance de les voir genre 1 ou 2 fois par an et de vivre des trucs vraiment kiffants avec eux. Des vacances, des week-ends, des expériences fortes. J'étais prêt à sacrifier un peu sur la régularité des contacts, prendre un verre, se voir à un petit moment le week-end, passer une après-midi, un truc comme ça, pour vivre des moments qui créent plus de souvenirs et qui sont forts, puissants. Même si parfois, souvent, je dirais, mes potes, ma famille me manquent. Bon an, mal an, je me trouve totalement gagnant dans l'équation. Et en plus, je partage tous ces moments avec la personne qui compte le plus pour moi, ma copine. Donc, grosso modo, ouais, la vie à Amsterdam, je m'y plais beaucoup. Dans la foulée de ça, bon anniversaire à la chaîne et à moi. Bah, bon anniversaire à toi, Max, même si on est un peu en retard. Ma petite question du coup, souhaiterais-tu vivre autre part à l'étranger qu'à Amsterdam? Et ensuite, bonne continuation, bravo pour ton travail et ta régularité actuelle, merci beaucoup. Ouais, en vrai, Amsterdam, ça a beaucoup d'avantages, notamment la proximité à la France. Mais le fait de déménager, de vivre un peu à l'étranger, de voir une culture différente et juste vivre ce petit dépaysement, ça donne envie d'en faire plus encore. Ça donne envie Pour moi, ça me donne envie de vivre un peu en itinérance. Pas forcément sur des périodes très longues. Peut-être qu'Amsterdam, ça peut être un peu notre base. Les Pays-Bas, ça peut être un peu notre base. Mais tu vois, peut-être, moi je suis indépendant, ma copine aussi, donc on peut un peu déménager comme ça et travailler ailleurs sans trop de problèmes. Il faut voir avec le décalage horaire quand même. Mais par exemple, 3 mois dans l'année, aller vivre ailleurs et y être pas juste en tant que touriste, mais aussi en tant que local, je trouve, même si c'est juste 3 mois, tu t'inscris à une salle de sport du coin, tu développes des affinités avec les commerces de proximité, tu connais bien ton quartier, tu rencontres des gens, etc. Je pense que ça, pour moi, c'est une manière de vivre le voyage qui me parle plus maintenant que de passer une semaine quelque part. Et du coup, ça, ouais, ça m'attirerait plutôt et c'est sûr que ça a réveillé mon envie de voyager, qui est quelque chose que j'avais toujours un peu au fond de moi. Je pense que j'ai plutôt pas mal voyagé quand j'étais plus jeune.
Mais là, ça faisait un moment. Et le fait de vivre à l'étranger, ouais, ça donne envie, grave. À quoi ressemble une journée type dans la vie de Willow? C'est un peu la réponse classique, il n'y a pas vraiment de journée type. Mais si j'essayais de rapprocher le plus d'éléments et dire faire un peu la moyenne de toutes les journées, ou non, ok, la meilleure manière de faire, c'est à quoi ressemblerait ma journée préférée. Ça m'est déjà arrivé de la vivre, et c'est un peu la journée idéale que j'aspire à vivre à chaque fois. C'est rare que ça arrive, mais du coup je dirais réveil 6h45, 15 minutes douche, thé, prêt à travailler à 7h, de 7h à aller midi, parce que je suis vraiment d'attaque ce jour-là, travail intense, productif, et à base de 2 ou 3 heures d'écriture, je pense. Je peux écrire quasiment que le matin, c'est très dur de le faire l'après-midi ou le soir, j'ai pas le flux mental pour le faire. Donc le matin, de l'écriture, allez, j'ai réussi à m'enregistrer vers 11h, de 11h à midi à peu près enregistrement. Je mange hyper rapide, j'ai mes plats, genre je me fais des tupperwares du bulk cook. J'ai 8 plats là qui sont prêts dans le frigo, donc je m'en fais un en 15 minutes dans le jardin. Peut-être je fais une petite séance de méditation après, donc 25 minutes pour le déjeuner. Je finis la vidéo, donc après l'avoir enregistrée, j'édite, je monte. Il n'y a pas de problème de copyright, c'est une super vidéo que tout le monde adore. En plus, c'est sur un sujet hyper porteur, elle est déjà en train d'exploser nombre de vues au moment où ma journée se termine. Ma journée se termine, ma journée de travail, on va dire, se termine. J'ai vraiment bien travaillé, donc il est 17h. Et je veux dire que j'ai été très efficace, et il est 17h. Du coup, je vais au sport, à la salle de sport qui est juste à côté, à 2 minutes à pied. Je fais 1 heure, je fais une de mes top séances, je fais quasiment tout. Je suis vraiment à fond. J'y suis avec ma copine, on finit la séance en même temps. Elle aussi, elle a passé une super séance. On rentre, parfait, 18h. J'arrive à la maison, 18h. Peut-être ma copine a quelques trucs à régler de son côté. Donc, moi, je lis un bouquin pendant 1 heure. Genre, je prends une bonne douche, je me pose dans le jardin, je lis un bouquin pendant 1 heure. Et après, il est 19h30, 20h. On dîne avec ma copine et on regarde un film hyper inspirant. Vraiment de A à Z, 2 heures à la télé, comme ça, que j'ai téléchargé, que j'ai mis sur une clé USB. On le regarde, c'est un film incroyable. Vraiment, nos visions de la vie en sortent profondément marquées. Et on se couche comme ça, inspiré. Et j'ai fait mon agenda pour le lendemain. Je sais exactement ce que je vais faire le lendemain. Ma vidéo est en train de bien tourner. Et je suis excité pour la journée de demain. Ça, c'est la journée routinière parfaite. Dans la vraie vie, à 13h, j'ai pas fini l'enregistrement, je suis en galère, j'essaye de faire le max, ok, après je change un peu mon calendrier, je me dis finalement la vidéo, si elle sort demain, c'est pas si grave, j'essaye de faire une séance de sport, souvent je la fais, c'est pas la meilleure forcément. Bon, voilà, ça c'est les vraies journées, mais de temps en temps, ça arrive de vivre la journée parfaite et ça, c'est le max. Quelle est la meilleure chose que ta chaîne YouTube t'a apporté? De Florentine. Très bonne question. Peut-être la meilleure question. Et la meilleure chose que ma chaîne YouTube m'ait apporté, c'est dur de choisir un truc, mais je dirais... Je me bats entre 2 trucs là. C'est 1, la liberté, et 2, la confiance. 1, la liberté de vivre ma vie comme je l'entends. Peu importe ce que je fais, il n'y a personne, et parce que ça c'est vraiment quelque chose que je supporte pas, qui me dit « Ah désolé, il faut que tu fasses ça là. Ouais, je sais, c'est relou, mais bon, là, il faut faire ça. » Et ok, bon, bah d'accord, je vais le faire. Ça, je suis très têtu là-dessus, hyper indépendant, je veux ma liberté à 100%, et ça, je l'ai grâce à ça. À chaque fois que je me mets que je vis des situations qui sont compliquées, éprouvantes, dures, c'est moi qui les décidé. Et ça fait toute la différence. Donc ça, c'est un truc. Et deuxième truc, je dirais la confiance. Le fait d'avoir réussi quelque chose, comme je disais un petit peu au tout début, ça me donne grave confiance en moi pour la suite. Je vois le futur, je suis optimiste, je me vois moi et je suis fier de ce que j'ai fait. Je peux mourir heureux. Je sais que j'aurai pas de regrets au moment de mourir. Et ça, c'est un truc, ça c'est quand même un peu spécial, tu vois. C'est pas acquis. Que ce soit le plus tard possible, évidemment. Mais quand viendra mon heure, je saurai que j'ai fait quelque chose qui comptait pour moi et j'ai réussi là-dedans. Il y a plein de choses qui sont mieux, plus fortes, plus impressionnantes que ça. Mais pour moi, et ce qui compte, c'est son dénominateur, bah pour moi, ce numérateur, il est à la hauteur. Je suis très heureux, fier de ce que j'ai fait. Il faut que ça continue le plus longtemps possible.
mais déjà ça m'accomplit, ça m'épanouit et voilà, ça c'est peut-être la meilleure chose que ça m'a apporté. De la satisfaction et du répit. Alors une question de Colin maintenant qui me demande est-ce que ta copine aime le foot aussi? Sinon, c'est pas trop difficile de trouver le bon équilibre. Que des bonnes questions, vous êtes vraiment dépassé sur les questions. Et la première question, est-ce que ma copine aime le foot aussi? Franchement, non, mais elle n'y est pas réfractaire. Disons que c'est pas du tout une de ses passions ou un de ses centres d'intérêt. Maintenant, normal, elle est assez sensible à la complexité du football. Et à une époque, elle regardait pas mal de matchs avec moi sur la période un peu meilleure qu'actuellement de l'OL, notamment quand on était ensemble en échange universitaire en Australie. C'est la saison, je pense, 2014-2015, où on challenge le PSG un peu jusqu'au bout pour le titre de champion de France. Si je ne me trompe pas, le 4-4-2 de Rémi Garde avec Fekir, Lacazette, etc. C'était une période assez sympa. Ça, on a regardé beaucoup de matchs du coup à l'époque. C'était même l'opportunité de forger un peu un lien qui nous rapprochait de la France. À l'époque, on était si loin, on se levait au milieu de la nuit pour regarder les matchs. Ça, c'était vraiment cool. Et sinon, on est allé au stade quand même plusieurs fois. Dans la continuité de ça, il y a eu des moments de foot dans nos vies. Même en vrai, la dernière fois, il y a quelques mois, on est allé à la Johan Cruyff Arena ensemble, le stade de l'Ajax, pour voir une victoire 3-2 extraordinaire. C'était vraiment un moment cool aussi. Maintenant, à la télé, ensemble, on ne regarde pas vraiment de matchs. Ça arrive de temps en temps qu'elle jette un œil, parce que je crois qu'elle fait ça aussi pour s'intéresser à moi, ce que je fais. C'est adorable de sa part. Et en même temps, je comprends parce que chacun a son temps limité d'existence et chacun doit faire des choix. Il vaut mieux aller sur les choses qu'on aime soi et les approfondir, je trouve. Disons qu'il y a des moments, c'est vrai, où juste niveau calendrier, agenda, forcément ça rentre un peu en tension. Donc il y a un soir de match de Ligue des Champions par exemple. Et ok, bon, c'est un match que j'ai envie de regarder. Dommage, ça veut dire qu'on ne peut pas passer la soirée ensemble. Maintenant, ce que je dirais, la manière de résoudre un peu ça, c'est que je suis quand même assez organisé. J'ai mon agenda qui est prêt. Tu vois, les calendriers, notamment de Ligue des Champions, tu les as plusieurs mois à l'avance. Même tous les autres calendriers, parfois en fonction des diffuseurs. Tu ne sais pas exactement à quelle heure le match va tomber, mais tu sais quel week-end. Donc voilà, sur mon calendrier là, j'ai toute la saison de foot qui est tracée. Et je peux te dire déjà avec pas mal de certitude, ce week-end-là, le samedi soir, c'est mort. Le mardi et le mercredi soir, c'est mort. Mais par contre, du coup, les soirs où il n'y a pas de match que j'ai vraiment envie de regarder, là, je me rends totalement disponible, je fais les choses pour l'être. Et voilà, c'est une question d'équilibre. Je pense maintenant, on est deux personnes qui sont quand même assez indépendantes. Les deux, on aime bien avoir des moments à nous. Donc parfois, tu vois, typiquement, le match de Ligue des Champions, ça tombe parfaitement pour qu'elle puisse faire cette chose-là qu'elle avait vachement envie de faire depuis un moment. Et je dirais que c'est quand même beaucoup plus facile. Ma chance par rapport à ça, c'est que c'est beaucoup plus facile. Déjà, quand tu as quelqu'un qui est compréhensif, éclairé, intelligente et juste qui comprend ce que c'est d'avoir une passion. Mais aussi, ce qui me rend les choses plus faciles, c'est que c'est mon métier. Ça, c'est quand même l'argument massu. Et bon, c'est assez clair que je regarde les matchs par intérêt, par passion, et parce que c'est mon occupation. Ça veut dire que c'est ma carrière, c'est ce que je suis en train de construire, et c'est normal que chaque personne prenne du temps pour construire sa carrière, son centre professionnel. C'est quelque chose qui est tellement important dans la vie, et pour que ça fonctionne, il faut y consacrer du temps. Ça fait partie des choses. Mais du coup, pour répondre à ta question, le bon équilibre, ça se fait avec de l'organisation. Et en général, je conseillerais dans la vie aux personnes qui ont un peu du mal à trouver du temps pour certaines choses, ou qui se retrouvent très souvent à arbitrer entre certaines choses. Avec de l'organisation, parfois tu n'as pas besoin d'arbitrer. C'est possible d'avoir les deux choses que tu veux ou les X choses que tu désires, juste si tu t'y prends un petit peu en avance et que tu stratégises. Je conseillerais à n'importe qui d'avoir son calendrier. Moi, je me suis fait un truc Excel assez détaillé où je stratégise. Ça ne m'empêche pas de changer les plans au dernier moment, mais au moins j'ai une base et avec ça, on peut réfléchir. Donc ça, c'est pour la question de Colin, qui était franchement une question intéressante. Maintenant, Science Infuse, qui me demande ton film préféré. Entre parenthèses, t'es un goat, une chèvre. Et évidemment, je te remercie, ça fait grave plaisir. Mon film préféré, j'en ai souvent parlé, je pense, en live en tout cas, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, de très loin. Moi, je suis un immense fan de Kubrick,
Aussi, j'ai eu la chance d'aller le voir 2 fois au ciné, une fois à Paris et une fois à Amsterdam depuis qu'on est arrivé. Parfois, tu as des rétrospectives comme ça et c'est l'occasion d'aller voir les grands films que tu adores au ciné, une expérience comme nulle autre. Mais même avant ça, je l'avais vu peut-être 4-5 fois en version numérique, sur une télé ou un ordinateur. Film incroyable, Kubrick en général, c'est mon réalisateur préféré d'assez loin. Je trouve qu'il y a la profondeur, il y a l'aspect divertissant, c'est visuellement superbe. Donc Kubrick, c'est à la base de la base, un photographe qui photographiait pour Life Magazine, je crois. Et ça se sent, je trouve que chaque plan est vraiment une photo, quoi. Tout est beau, pur, minimaliste. Ça, c'est juste sur la partie esthétique. Mais ensuite, chaque film est l'occasion d'évoquer honnêtement les grandes questions de la vie. À mon niveau, entre guillemets, je m'identifie un peu à la personnalité de Kubrick aussi, qui est très contrôle, veut tout faire lui-même, gérer tous les petits détails pour arriver à quelque chose qui est vraiment parfait, un perfectionniste absolu. Et je fais pas ça sur toutes mes vidéos, mais sur les vidéos où je le fais, Mondial, les épisodes de Retour, de Carlo Ancelotti, les grands coachs, etc. J'aime bien contrôler chaque petit truc et être un peu perfectionniste à mon niveau, en faisant même pas un 10 millième d'une journée de Kubrick. Mais voilà, je m'identifie bien à la personnalité, j'adore Kubrick, et 2001 de l'Odyssée de l'espace, pour moi, c'est un film magique à bien des égards. Mon deuxième film préféré, c'est de mon deuxième réalisateur préféré, c'est Terrence Malick, et c'est La Ligne Rouge, un film de guerre, Seconde Guerre mondiale, front Pacifique, et juste un film de guerre très poétique, qui est vraiment, vraiment puissant émotionnellement, mais philosophiquement, dans le style Terrence Malick, avec le voice-over et cette connexion à la nature qui est très forte. Donc ouais, avec Kubrick et Malick, on a mes 2 réalisateurs préférés. Ça, c'est mon film préféré de chacun. J'adore la thématique de l'espace et j'adore la thématique de la guerre. C'est mes 2 thématiques préférées en ciné, je pense. Donc c'est mon top 2. Et donc voilà les amis, ça conclut grosso modo cette foire aux questions. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que c'était pas trop sombre et méditatif et un peu trop philosophique. En même temps, si ça l'est, c'est un peu normal. Peut-être que quand on regarde derrière, c'est l'occasion de tirer des leçons, faire le bilan et d'être un petit peu plus en mode existentiel. À quoi est-ce que tout ça a servi? Vers quoi est-ce que je me dirige? Bon, c'est très personnel, mais en même temps, je pense que c'est aussi une chance d'avoir cette caméra et cette chaîne, ce mode, ce terrain d'expression pour dire des choses comme ça. Je pense que si j'avais pas ça, jamais j'exprimerais ces choses-là parce qu'il n'y a personne qui m'écouterait comme ça pendant des heures et des heures à juste... Et même moi, je serais trop... j'oserais pas, entre guillemets. Alors que là, peut-être tout seul dans ma pièce, c'est plus facile à faire. C'est vraiment quelque chose de super spécial, particulier, mais fondamentalement trop enrichissant. Et je pourrais jamais vous remercier assez pour ça. Et je pourrais jamais me remercier assez pour ça d'avoir allumé la caméra 5 ans plus tôt. Voilà, on espère qu'il y aura beaucoup, beaucoup plus d'années de créateurs et de youtuberies qui viendront. J'espère que vous serez là pour les vivre avec moi. Je conclurai peut-être, tout à l'heure l'autre jour, je lisais la biographie de Peter Schmeichel et il finissait sur la phrase d'un philosophe danois, c'est Søren Kierkegaard, qui disait, parce que lui se penchait beaucoup sur les problèmes de l'existence, comment résoudre un peu le mystère de la vie, etc. Et il disait, la vie finalement n'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à vivre. Et je pense que cette caractéristique de l'existence, le fait qu'elle soit plaisante au quotidien et qu'on ne soit pas toujours obligé de se pencher vers hier ou vers demain, juste essayer de savourer là le moment présent, là le moment de l'enregistrement, même sans réfléchir à ce qui va se passer par la suite, ça c'est peut-être la chose la plus kiffante, la chose pour laquelle on vit. Comme je disais tout à l'heure, le sport, lire, c'est bien pour la manière dont ça te construit, et c'est bien de valoriser le soi de demain et d'après-demain et des années qui viennent. Cette personne-là te remerciera, mais c'est bien de prendre du plaisir à l'instant T aussi, et en faisant du sport, en lisant, en faisant quelque chose de créatif, quelque chose qu'on aime. Non seulement on se construit, mais on prend du plaisir dans l'instant présent, et ça, pour moi, c'est le plus important. J'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à très vite. Bisous.